La tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus la personnalité, l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'univers de Mme Geneviève Auclair, conseillère du district de Saint-Louis-de-France pour la ville de Trois-Rivières. Bienvenue à cette rencontre. Je m'appelle Robert Aubin et aujourd'hui, à ce tête-à-tête qui vous est présenté par La tête dans les nuances, je vous propose d'aller à la rencontre de Geneviève Auclair. Geneviève, bonjour. Bonjour Robert. Et on va se tutoyer. Tu semblais d'accord puisqu'on se connaît de longue date. Oui. À une autre époque où j'étais enseignant et on a réalisé des comédies musicales ensemble et on en garde des bons souvenirs. J'ai encore ton nom sur mon T-shirt. Oh, super. C'est vous dire à quel point je conserve mes vieilles choses. Pas que tu es vieille, mais que moi, j'ai pris de l'âge. Des souvenirs. Voilà. On fait un petit saut d'abord dans tes études universitaires parce que j'avais déjà une question sur laquelle je voulais un éclaircissement. Tu as obtenu un diplôme d'études supérieures spécialisé en planification territoriale et développement local. C'est beau. Oui. Mais ça veut dire quoi? C'est un diplôme qui était sous le département de géographie de l'UQAM. Et c'était assez nouveau à cette époque-là comme programme qui venait d'ouvrir. C'est vraiment de former des agents de développement territoriaux. De dire, bien, voici un territoire donné, quel est son potentiel, quelles sont ses ressources, comment mobiliser une communauté, comment développer ce territoire-là et bon, avec les habitants qui l'habitent de manière maximale. C'est vraiment, c'était dans cette optique-là. C'est un condensé, là, c'est un an. C'est vraiment une définition très claire, on comprend bien. Je supposais que ça pouvait ressembler à ça, mais je me suis dit, mais ça, hein, c'est un bagage extraordinaire pour quelqu'un qui se présente comme conseillère municipale. Oui. Et l'autre question qui m'est venue tout de suite après, c'est est-ce que dans ta fonction, on a le moyen d'utiliser cette compétence-là ou bien là où il serait utile, ça relève des fonctionnaires? Non, c'est vraiment c'est très, très important. Là. Moi, je me suis présentée dans le district de Saint-Louis-de-France parce que je voyais aussi à travers les années une dévitalisation du territoire. Je voyais aussi un impact après les fusions municipales. Puis j'avais cette envie-là, tu sais, de participer à la revitalisation. Puis comme élu municipal, quand on est proactif, quand on sait où on s'en va, quand on sait aussi naviguer dans l'appareil administratif et au niveau politique, on peut vraiment accomplir des belles choses et des beaux projets. Comme conseillère municipale, moi, j'ai tenu des ateliers de consultation publique sur la revitalisation du noyau villageois. Donc, c'est mon initiative. Avec mon fonds de recherche et soutien, j'ai engagé une firme, je suis allée à la rencontre des citoyens. On s'est fait un plan d'action, un plan de match. Puis, en septembre, on va avoir une première rencontre du comité revitalisation de la ville sous mon leadership. En fait, ça a été repris par la ville pour faire les actions concrètes, mais c'est quand même sous le leadership de l'élu qu'on peut arriver à faire avancer nos dossiers. Donc, je pense que d'avoir eu ce diplôme-là et ces compétences, c'est sûr que ça a aidé là, dans ma fonction. Et je mets le doigt sur une expression que tu as dit, apprendre à naviguer à travers l'appareil municipal. Quand on a les compétences que tu as, on sait la vivacité d'esprit qui est la tienne, mais ça prend combien de temps apprendre l'univers de la machine municipale? Ça n'arrête jamais, dans le fond. C'est tellement complexe. Moi, j'avais une base. J'ai fait 10 ans comme fonctionnaire à la Ville de Montréal. Donc, je connaissais bien les fiches décisionnelles. C'est quoi un PTI, un programme triennal d'immobilisation? C'est quoi le budget de la ville? Comment ça fonctionne pour développer un programme, une politique, les délais que ça peut prendre? J'étais très à l'aise avec tout cet élément-là, mais on en apprend à tous les jours. C'est en fonction des dossiers, des enjeux, des situations. C'est pour ça que c'est le fun aussi, la politique municipale, c'est que tu apprends constamment. Donc, on n'a jamais fini d'apprendre, je dirais. Mais au départ, ça peut être confrontant là, pour certaines personnes qui n'ont aucune idée de comment ça fonctionne, d'avoir à apprendre tout l'appareil administratif, là, comment ça fonctionne. À Montréal, les 10 années où tu as œuvré dans la fonction publique en culture et en tourisme, si mes renseignements sont bons, tu as connu comme l'envers du décor. Oui. Avec le poste de conseiller, tu arrives premier plan. Dans une suite de carrières à venir, est-ce qu'on va totalement ailleurs
Ou bien on dit, non, il y a un des deux secteurs que je préfère. Moi, je préfère retourner à la fonction Bien, publique. moi, je me représente pas comme conseillère municipale, mais mon engagement politique n'est pas terminé. Donc, j'ai fermé cette porte-là au plan municipal comme conseillère municipale, mais je garde les autres portes ouvertes. Donc, c'est sûr que moi, je souhaite une continuité. Et ça veut dire de la politique à un autre niveau ou de la politique autrement? Les deux. Les deux? Les deux sont possibles. Alors, T'sais, moi, aviez-vous intéressé? J'ai 41 ans, j'ai été conseillère municipale, j'avais 36 ans avec déjà un bagage comme fonctionnaire. Donc, c'est sûr que je vais rester dans ces eaux-là, si on reprend la thématique de la navigation. Là. Oui, tout à fait. On dit de toi, entre autres, dans un article que j'ai lu dans la revue D'ici, qui est une revue d'ici d'ailleurs, que tu es passionné par le développement des arts et de la culture sous un angle socio-territorial et immobilier. Alors, Oui. ton désir ou ta passion pour les arts et la culture, ça, je la connaissais déjà, mais sous l'angle socio-territorial et immobilier, ça aussi, ça me demande un petit peu d'éclairage. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'on est davantage du côté des infrastructures que de la production artistique? Est-ce que Oui, c'est on ça est que dans je le dois comprendre? développement du territoire. Donc, on est vraiment dans la dynamique de développement du territoire. C'est sûr que dans mes fonctions auparavant, moi, je devais élaborer une vision de développement des quartiers culturels à Montréal. Donc, c'est les quartiers culturels au niveau, par exemple, de la destination, de définir comment est un quartier culturel dans un arrondissement, quels sont les immobilisations qu'on doit mettre en place pour le faire fleurir, le faire vivre. Donc, ça peut être installation d'une scène extérieure, ça peut être un théâtre, on parle d'art public. Donc, tout ce qui touche plus l'aménagement du territoire, c'était là ma passion. Ça l'est encore aussi. Mais maintenant, avec mon engagement politique, je voulais aussi plus seulement me concentrer sur le secteur art et culture, mais aussi ouvrir les portes à justement les questions d'habitation, l'urbanisme, le développement économique, le développement social. Comme élu, là, on touche à tout ça, puis c'est ça qui devient... c'est passionnant. Puis on voit un développement, je dirais, holistique du district ou Exactement. de la région dans laquelle on vit, peu importe le niveau de politique. Mais je reviens à ce secteur parce que là, je profite de ton expertise backstage et on-stage, je vais me permettre l'expression anglaise, parce qu'on a souvent dit ou on a souvent entendu dire qu'en matière de culture, les politiques investissaient toujours dans l'infrastructure parce que ça paraît plus de couper un ruban pour une nouvelle scène extérieure, peu importe l'infrastructure, que d'investir directement auprès des artistes. Est-ce que tu partages cette vision-là? Ou est-ce qu'il y a vraiment une parité entre investir dans ceux qui font vivre l'art puis investir dans les infrastructures qui permettent qu'elle soit visible? Bien, c'est dans les deux aussi. Si on veut permettre aux artistes d'évoluer puis d'exposer leurs œuvres ou de se présenter, ça prend aussi des lieux qui sont adaptés et qui sont professionnels. Ça, d'une part, ça, c'est très important. Puis d'un autre côté, quand on est une ville, on doit investir dans les services à la population, puis dans la médiation culturelle, d'aller proche du citoyen qui est le plus exclu, je dirais, ou le plus éloigné de l'offre culturelle. Donc, en tant que ville, moi, j'ai toujours dit, ça prend des programmes, ça prend des activités vers les plus vulnérables. Par exemple, vers ceux aussi qui n'osent pas franchir les premières marches d'escalier pour se rendre à la bibliothèque. D'une part, ça nous prend des bibliothèques adaptées qui ont des offres qui sont... suffisamment de livres et de services pour les habitants, mais ça prend aussi des activités sur le terrain pour aller rejoindre les populations. Fait que c'est peut-être moins effectivement intéressant parce qu'on ne coupe pas de ruban, mais c'est encore plus important parce que c'est là qu'on est aussi dans le développement de public. Là. Je vais encore profiter de ton expertise sur deux territoires, c'est-à-dire Montréal, la métropole, et Trois-Rivières, la métropole régionale. Oui. Alors, évidemment, on parle d'ordre de grandeur différents, mais en termes de responsabilité pour un conseil municipal, c'est pareil, avec des problématiques qui sont peut-être les mêmes en étant différentes. Je prends juste un exemple. En termes de transport en commun, Trois-Rivières est une assez grande ville pour profiter d'un système de transport en commun, peut-être trop petite pour avoir la facilité, la rentabilité, par exemple, du service qu'on offre et de la qualité du service qu'on voudrait offrir.
Comment on fait pour gérer une ville de la grandeur de Trois-Rivières où tous les services doivent être offerts, mais où en même temps l'assiette fiscale n'est pas la même que les grandes villes? Bien, toutes les grandes villes, on observe quand même les mêmes enjeux, là. Tu sais, tu parles du transport, il y a aussi l'itinérance, il y a le manque de logements. Puis les assiettes fiscales n'augmentent pas nulle part. Nous, à Trois-Rivières, on s'est dit, bien, à un moment donné, il va falloir augmenter nos revenus. On ne peut plus simplement aller piger dans les taxes foncières qui représentent 70 de notre budget municipal, mais il va falloir aussi trouver d'autres sources. Est-ce que ça va passer par transport en commun? On avait eu cette possibilité-là d'une taxation sur l'immatriculation. Le conseil municipal a dit non à ça. Mais bon, je pense que si on avait bien expliqué c'était quoi l'idée derrière ce nouveau revenu-là? Peut-être qu'on aurait eu une plus grande adhésion citoyenne ou qu'on aurait pu aller chercher un 10 sur l'immatriculation pour le donner à la Société de transport de Trois-Rivières. Donc, il faut essayer d'aller trouver d'autres sources de revenus que la taxation foncière. Puis les enjeux sont sensiblement les mêmes là, à travers les grandes villes, là. Mais quand tu parles de cette possibilité sur l'immatriculation, c'était encore une proposition qui venait de Québec et qui disait aux villes, vous pouvez faire ça. Oui. Mais dans les combats des municipalités, est-ce qu'il y a une imagination à dire, voici la source de financement dont on voudrait pouvoir disposer au niveau municipal et que ce soit la ville qui demande Évidemment, on demande toujours de revoir la taxation fondamentale. Mais... Ouais. Bien, oui, il y a cet échange-là qui existe. Dernièrement, on a parlé beaucoup justement de mesures d'éco-fiscalité, puis on essaie de faire des gains. On a parlé aussi d'avoir un point de plus pour la TVQ. Il y a une nouvelle... Mon Dieu, le nom m'échappe, là, mais on avait le pacte fiscal qui est devenu une entente là, avec le gouvernement du Québec. On a fait des gains dans les dernières années pour aller chercher des sources de revenus supplémentaires, mais c'est pas suffisant parce qu'à mon sens, il y a quand même beaucoup de responsabilités qui incombent aux municipalités, si on prend par exemple l'itinérance. Puis souvent, on aimerait que le leadership puisse venir de Québec puis qu'on ait les outils pour agir sur le terrain. Puis en ce moment, on ne se le cachera pas, moi, à Saint-Louis-de-France, je suis toujours en attente d'un 20 millions de la part de Québec dans un programme de financement pour les égouts à Saint-Louis-de-France. Puis on ne l'aura probablement pas cette année. Puis quelle année on va l'avoir? Quand est-ce qu'on va pouvoir intervenir? Le quartier général de la police... Et le jour où vous l'aurez, ce sera plus suffisant, parce que le temps passe. Est-ce qu'ils vont nous demander de refaire les études? C'est des longs processus. Puis pendant ce temps-là, bien, les citoyens ils reçoivent des refoulements d'égouts dans leur sous-sol. Même chose pour le quartier général de police. On parle d'un dossier historique à Trois-Rivières, d'une centaine de millions de dollars. Aucune subvention du gouvernement provincial. Donc, les municipalités de plus petite taille vont bénéficier des services de la Sûreté du Québec. Mais les grandes villes qui ont besoin des postes de police, il n'y a pas de subvention pour ça. On voit bien la pointe de l'iceberg des problématiques auxquelles vous devez faire face, je dirais, au quotidien, là, parce que conseiller municipal, même si ce n'est pas reconnu comme un travail à temps plein, les préoccupations, elles, le sont de toute évidence. C'est un travail à temps plein. Vu comme ça. Reconnu. Je dirais, oui. Effectivement, il n'y a personne qui vous oblige à dire que ça va être du 35 heures semaine, mais dans une grande ville comme Trois-Rivières, ce n'est pas un travail à temps partiel. On peut y mettre du temps de jour, de soir, de fin de semaine. Chacun y met son temps, mais en bas d'une trentaine d'heures par semaine, moi, j'ai de la difficulté à croire qu'on puisse faire le tour des enjeux, des dossiers de son secteur et de l'ensemble de la ville. J'en doute. On entend bien le message. C'est pour ça que la rémunération effectivement, ne suit pas non plus la charge. Les gens, je pense, ne comprennent pas nécessairement c'est quoi le rôle de l'élu et tout ce qu'on peut faire. Et on a fait un rattrapage salarial ce mandat-ci, ça a été quand même très difficile, mais on demeure quand même en dessous de la moyenne des grandes villes au Québec. Et là où moi j'avais un problème, c'est que tout le monde a la même rémunération autour de la table. Donc, que tu sois vice-président de l'exécutif ou membre de l'exécutif ou que tu présides un comité, tu as la même rémunération que le conseiller municipal. Alors que la charge de travail, Moi, je suis membre du comité exécutif. On est dans des rencontres budgétaires. C'est des journées pleines. Puis le comité exécutif siège aussi aux 2 semaines. Ça vient avec des responsabilités. Ça vient avec des lectures. Ça vient avec des prises de décision. Être président d'un comité,
à mon sens, à moi, c'est pas juste de s'asseoir puis de lire l'ordre du jour puis de gérer les tours de parole. C'est d'amener des dossiers, c'est d'assurer un leadership en matière de mobilité ou d'environnement, et puis de connaître les dossiers. Puis quand il y a des entrevues avec les journalistes, c'est l'élu qui est supposé d'aller donner l'entrevue avec le journaliste. C'est pas le fonctionnaire qui fait ça. Ça serait supposé être l'élu qui a fait ses devoirs. Et où est-ce qu'il y a une place pour la sensibilisation de la population à cette nouvelle réalité, qui n'est peut-être pas nouvelle, mais qui est peu connue, de ce que ça exige comme travail de la part de nos élus? C'est une bonne question. Le moyen de faire connaître ça, je pense que ça peut passer à travers les villes, ça peut passer à travers des communications du ministère des Affaires municipales. Je trouve qu'on met beaucoup le focus sur comment faire une campagne électorale. Pourquoi se lancer, puis comment faire une campagne, c'est quoi ton agent officiel, comment mettre des pancartes, puis aller chercher du financement. Mais après, il faut vraiment... Est-ce que les gens savent vraiment dans quoi ils s'embarquent? On dirait qu'il y a beaucoup d'incitatifs à dire, tu veux amener du changement, tu es positif dans ta communauté, viens faire de la politique. OK, mais après ça, on pourrait expliquer un petit peu plus c'est quoi tout ce que ça englobe d'être conseiller municipal. Oui. Là, j'ai parlé des comités. Ne serait-ce que de savoir ce qui est possible. Tu le disais tantôt, juste apprendre l'appareil, c'est pas facile, ça prend du temps. Alors, souvent, si on ne connaît pas la machine, on ne sait même pas si ce qu'on propose ou ce qu'on souhaite proposer, c'est possible. On peut se brûler assez vite. On peut en voir des gens qui vont militer pour une cause, puis ils vont arriver autour de la table du conseil avec cette cause-là en tête. Mais à un moment donné, bien, on est 15 ici à décider, là, puis on est 15 à vouloir faire avancer nos dossiers. Puis c'est pas parce que tu parles plus fort qu'un autre que ton dossier va avancer. Là. Il faut que... ça prend une stratégie là, derrière chaque dossier. Puis on peut arriver aussi avec une liste là, d'engagement, mais c'est irréaliste parfois. Puis il faut choisir ses combats aussi. Il y a des combats où on va dire, bien, finalement, ça se peut que je ne serais pas capable dans ce mandat-ci, puis de l'expliquer aux gens. Encore une fois, je me disais, il faut être capable de naviguer aussi d'un dossier à l'autre, puis de comprendre. Il y a des opportunités aussi qui se présentent autour de la table, il faut être capable de les saisir. Je me suis souvent demandé, en regardant les travaux au conseil de ville, s'il y avait conscience qu'il y a comme là un deuxième niveau de démocratie, c'est-à-dire tous et toutes autour de la table, vous êtes élus dans vos districts respectifs, alors vous arrivez avec une légitimité qui fait que les gens vous ont choisi. Oui. Et quand vous portez un projet qui ne passe pas, par exemple, est-ce que l'ensemble des conseillers autour de la table, c'est un deuxième niveau de démocratie? C'est-à-dire, si votre idée n'avance pas, c'est ou bien que peut-être votre argumentaire n'était pas suffisamment fort pour que les autres y adhèrent, ou peut-être que les autres conseillères et conseillers qui représentent aussi des gens dans leur district disent, bien, nous, on n'est pas rendus là. Oui, ça dépend. Ça va dépendre des dossiers. Moi, je suis rentrée... un des premiers gestes que j'ai fait, c'est que j'ai demandé dans un comité de faire un plan de revitalisation de Saint-Louis-de-France. Puis j'ai dit, je ne pars pas de nulle part. C'est déjà dans le plan d'urbanisme. Comment je peux faire pour prioriser ce dossier-là? Bien, tu sais, la moindre des choses, c'est de déposer une fiche en comité, qui a un procès verbal de ça. OK, bon, les élus ont dit qu'ils n'étaient pas tout à fait prêts à prioriser nécessairement ce secteur-là. Il y a le bas du Cap, tu sais, qui est encore en développement, qui a des programmes. Puis je me suis dit, bien, peut-être que je pourrais m'inspirer de ce qui se fait dans le bas du Cap. Puis après ça, y aller, moi, de mon côté, comme conseillère municipale. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour faire avancer le dossier? Des ateliers de consultation. Bon, tu sais, j'ai semé quand même des petites graines là, dans l'esprit des gens, comme quoi moi, je ne vais pas lâcher ce dossier-là. Puis, tu sais, je vais toujours graviter. Il va toujours faire partie de mon discours. Il va toujours graviter dans les dossiers. Tu sais. Bon, ça, c'est un des exemples. Puis il y a d'autres dossiers où tu dis, bon, bien, le conseil n'est pas du tout favorable à tel élément. C'est peut-être une bataille que je ne gagnerai pas. Le garder pour plus tard. Puis à un moment donné, il arrive un événement dans les nouvelles ou un autre élu qui a un dossier. Puis bon, OK, là, c'est le temps de ramener ça sur la planche. Il y a beaucoup de timing. Oui, des fois, il y a beaucoup une question de timing. Des fois, on peut le créer. Il faut être stratégique. Absolument. Des fois, on arrive, on ne l'est pas, mais ça peut s'apprendre aussi. Là, comme on disait tout à l'heure, on ne sait pas c'est quoi être élu tant qu'on ne l'est pas.
On n'a pas toutes les compétences, mais on peut en développer en cours de route. Non seulement on peut, mais on doit. On doit. Puis on le fait, Oui. règle générale. Je voudrais m'adresser à la fille de communication aussi, parce qu'évidemment, je suis allé faire un petit survol de tout ce qui existait sur toi, sur la toile, comme on dit bien. Et si à la Ville de Trois-Rivières, il y a bien une page pour chacun des conseillers, conseillères, avec photos, un descriptif relativement petit. Oui. Mais je suis allé aussi voir ton site Internet à toi, qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus développé. Est-ce que ça, c'est la nouvelle façon de parler aux gens? Je pense que c'est super important, la communication. Je pense que c'est... Quand les élus entrent en poste, on a des formations, par exemple, sur l'éthique, mais la communication, c'est hyper important parce que l'élu, une fois qu'il est élu, il y a un micro. Tu sais, les journalistes, ils viennent nous voir. Il faut savoir comment s'adresser aux médias. Il faut savoir comment faire passer aussi nos messages. Puis, mon engagement en politique, c'était aussi vraiment de rapprocher les gens du pouvoir municipal, de comment ça fonctionne, la Ville. Parce que, tu sais, moi, les affaires municipales me passionnent. Puis, je vois qu'il y a des insatisfactions ou des incompréhensions, où je vois qu'il y a des gens qui veulent participer, qui ne savent pas comment. Puis, moi, c'était ça, mon but, c'était vraiment d'établir un dialogue. Donc, j'ai eu une page Facebook de conseillère municipale que j'ai alimentée. Après, j'avais des rencontres, créé des rencontres citoyennes en fonction de différents enjeux. Ça, j'y tenais de le faire, même si ça peut être difficile parfois. Puis, il y a des gens qui pensent que quand je fais une rencontre citoyenne, c'est pour m'asseoir en avant, mettre un micro, puis, tu sais, recevoir toutes sortes de bêtises, là. Mais non, moi, mes rencontres citoyennes, c'est des discussions, c'est des groupes, on est ensemble, on discute. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de l'ouverture. Puis ensuite, le site Web, je trouvais aussi qu'il était intéressant parce que je demeure quand même sceptique face à l'utilisation des réseaux sociaux, Facebook, tout ça. Tu sais, je ne suis pas une fan de ça. Moi, je n'étais pas très présente sur Facebook avant d'être élue. C'est un moyen de communication, mais il y a beaucoup de personnes âgées, par exemple, dans mon secteur, qui n'ont pas accès à Facebook. Je me dis, je ne peux pas laisser l'information là-dessus. Donc, j'ai dit, bien, je vais créer aussi un site Web avec les dossiers de presse, avec l'état d'avancement des dossiers. Qu'est-ce qu'a fait votre conseiller municipal sur tel dossier? Bien, allez voir, vous voyez toute la revue de presse, elle est là. Voici l'état d'avancement du dossier, voici les dernières nouvelles, voici les organismes dans notre secteur, comment les contacter, voici les événements à venir et surtout les avis publics de la Ville. Ces fameux avis publics-là sont tellement importants. Tu sais, quand on dit on est en train de creuser à côté de chez nous pour 34 logements, je n'étais pas au courant. Bien, moi, sur mon site Web, je mettais les avis publics qui concernent Saint-Louis-de-France. Puis de là, les citoyens, ils sont informés. Ah, il va se passer ça. Parce que quand on creuse, parce qu'on est rendu à l'étape de la construction, là, tu sais, tout le processus a été fait. Mais je voulais vraiment que les citoyens soient au courant de ce qui se passe dans leur secteur. Fait que j'ai travaillé beaucoup du point de vue communication. Puis il y avait aussi le journal La Rochelle, qui était un journal papier. Qui était là depuis la ville de Saint-Louis-de-France, qui a finalement, comme les journaux imprimés, disparaissent les uns après les autres. Disparu, mais j'ai quand même mis les archives sur mon site Web, puis j'écrivais des articles. Là, j'ai pu écrire 4-5 articles sur les égouts, sur le chemin des pins qui a dû être fermé, sur le développement domiciliaire dans le secteur Mars. Communication très importante quand on est un élu. Je ne peux qu'aborder dans ton sens. Et ça me rappelle une formation que j'avais eue au tout début, quand j'ai été élu pour la première fois. Il y a un ex-député, malheureusement décédé aujourd'hui, qui s'appelait Maurice Bélanger, qui m'avait dit une phrase que j'ai toujours retenue. Je la paraphrase, c'est peut-être pas ses mots exacts, mais c'était ça. Il m'avait dit « Essaie pas de voir le fond de ton bureau avant de rentrer chez toi, sinon tu rentreras jamais. » Mais non. Alors, est-ce que toi, tu as trouvé le moyen d'équilibrer famille, santé et service aux citoyens? Oui, mais c'est une quête qui est constante. Puis parfois, on pense qu'on a atteint l'équilibre, puis il arrive quelque chose où... Fait que c'est toujours d'être en quête, puis en recherche, puis de comprendre l'importance d'avoir cet équilibre. Le travail d'un conseiller municipal, il est infini. Il est infini. Puis ça, c'est pour quelqu'un qui veut vraiment amener du changement puis être proactif, il peut tout faire. Je veux dire, tu peux partir en cavale pour les nids de poules, tu peux partir en cavale pour la vitesse dans tes rues, tu peux dire, moi, je vais porter je veux qu'on rénove nos bâtiments, je veux qu'il y ait plus...
Tu es là pour représenter tes citoyens, faire des avancées pour eux, puis bien sûr en étant à leur écoute. Donc, la charge de travail, pour moi, elle est infinie. De jour, de soir, de fin de semaine. Moi, c'est sûr, ça arrivait souvent que je me lève le samedi matin, je regarde le fil de nouvelles, puis récemment, accident mortel sur le boulevard Thibault. Ça, c'est dans mon secteur, là. Je pourrais dire, bon, c'est samedi, puis... Mais moi, comme conseillère municipale, je ne peux pas rester insensible à ça. Je me dis, OK, c'est samedi, puis je vais mettre du temps là-dessus aujourd'hui. La famille va peut-être... on va peut-être pas aller faire une randonnée à vélo. Je vais peut-être me concentrer sur une entrevue. Je vais même appeler les médias pour leur dire que je veux leur parler, parce que des fois, on n'est pas nécessairement sollicité. Et je déteste apprendre les nouvelles de mon secteur aux nouvelles. J'essaie aussi d'établir le lien avec les journalistes, qui est quand même important aussi là, dans la communication. Donc, c'est une tâche infinie. C'est pour ça, peut-être, les députés, tantôt, on disait se sentent inutiles, mais si on vient au palier municipal, c'est impossible de se sentir inutile. On n'est pas à bonne place, sinon. Geneviève, tu es pour moi l'illustration de ce vieil adage qui dit la valeur n'attend pas le nombre des années. Alors, dans cette poursuite d'engagement politique qui prendra la forme que ça prendra, on va suivre les développements. Mais quand je pense à la table ronde qu'on a eue ensemble, est-ce que l'idée d'être mentor pour d'autres femmes qui songent ou qui sont interpellées par la politique mais qui hésitent, est-ce que l'idée d'être mentor dans un regroupement comme le groupe Femmes, Pouvoir et Démocratie, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait être... Mais oui, tout à fait, tout à fait. On est juste 4 femmes au sein de la table du conseil municipal de la ville de Trois-Rivières. Puis moi, j'espère qu'il va y avoir plus de femmes au prochain conseil. Puis quand j'ai annoncé que je ne sollicitais pas un autre mandat, j'ai dit, si vous êtes intéressés, je vais aller prendre un café avec vous, je vais en discuter. Puis j'ai déjà eu des échanges avec des candidates. Puis mais moi, j'aime ça, nommer aussi la réalité telle qu'elle est. Tout à l'heure, on disait on attend que les femmes soient prêtes. Mais c'est pas toutes les femmes qui sont faites non plus pour faire de la politique. Des fois, tu peux être interpellée et te dire, bien, OK, mon engagement, finalement, il va être plus dans le milieu communautaire, il va être plus comme ça. Ou, tu sais, il y a une réalité politique qui est là et je pense qu'il faut la nommer telle qu'elle est. C'est quoi les responsabilités? À quoi tu peux t'attendre? Es-tu capable d'aller dans une assemblée citoyenne de 200 citoyens qui sont inquiets parce qu'on va couper leur service d'eau? Parce que ça, c'est comme dans Saint-Louis-de-France. Es-tu capable de prendre le micro puis de maîtriser ce dossier-là, qui est très technique, puis de gagner la confiance de tes citoyens, puis de leur dire, je vais vous donner l'information, je vais bien vous représenter, je connais le dossier, je vais suivre le dossier, je vais être là le soir des assemblées citoyennes. As-tu envie de ça? Tu sais, pas... Puis vraiment de décortiquer un petit peu, là, c'est quoi les enjeux? As-tu envie? Bien, envie. Pas juste dans le rêve. Tu es capable de vivre avec le fait qu'il va y avoir des pluies diluviennes, puis qu'à Saint-Louis-de-France, il va y avoir des égouts là, qui vont déborder, puis les citoyens vont t'appeler, puis tu vas aller chez eux, puis tu vas regarder ce qui se passe, puis il y a une forme, des fois, de misère humaine qu'il faut être capable aussi de gérer tout ça, puis de rendre des comptes. T'sais, les élus municipaux, on est accessible au téléphone, courriel, en présence, on est au conseil municipal, n'importe quel citoyen peut venir nous rencontrer. On doit être là, c'est énergivore, c'est quand même exigeant. Là. Mais moi, ça, c'est comme ça que je l'ai vécu. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, ça ne m'empêche pas de me coucher le soir, là, s'il arrive tels éléments, mais moi, je l'ai vécu différemment. Là. Geneviève Auclair, merci infiniment pour ce témoignage. C'était une superbe rencontre. Bonne chance. Bien, merci et beaucoup. Bon chemin là où il te mène. Parfait. Merci, Robert. Plaisir.